Alors pour préciser un petit peu, nous sommes un groupe de jeunes militants ayant étudié la pensée de Jean Jaurès, si peu connue en réalité, à la lumière du défi d'aujourd'hui, par rapport au moment décisif du XXe siècle, où non seulement il fut assassiné, mais où l'humanité se mit à basculer dans une nouvelle barbarie, celle des tranchées et celle des idéologies. Mesdames, messieurs, pourquoi sommes-nous donc réunis ici aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet élan des BRICS pour un nouveau paradigme, de ces projets d'infrastructures bien réels qui se répandent à travers le monde comme une traînée de poudre ? Eh bien, ce n'est plus ni moins qu'une idée. Une toute petite idée, qui pour aussi infinitésimale soit-elle, est en train de soulever des hommes, de déplacer des montagnes, et bientôt même de changer l'univers lui-même, si on pense au projet chinois de nouvelle route de la soie spatiale et de programme lunaire. Cette idée, pourtant, n'aurait jamais pu germer dans des esprits pragmatiques, dans des esprits réalistes, comme sont ceux de nos dirigeants occidentaux. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont programmés pour raisonner en fonction d'un système donné, avec sa géopolitique, ses dettes, ses contrats, ses rapports de force dominants, dominés, etc. Et parce que ces hommes politiques occidentaux ne raisonnent qu'en fonction de ce qu'ils voient, de ce qui existe déjà ou de ce qui s'est déjà passé. Mesdames, messieurs, sans l'imagination donc, sans le pouvoir de l'esprit, sans sa capacité à nous transporter au-delà du présent et au-delà de la matière, le futur est condamné. L'enjeu pour notre civilisation est donc de lui rendre sa part d'idéal, sa part d'infini. Une chose bien difficile dans cette contre-culture matérialiste, violente, sexuelle, où l'homme est réduit à l'état animal, seulement déterminé par ses passions et par ses sens. Et c'est une chose bien difficile, particulièrement ici, dans le pays du doute cartésien qu'est la France, où la seule alternative à cette animalisation n'est pas l'idéal, mais la prison impuissante de l'abstraction mathématique et de l'analyse. Et c'est bien connu, les Français commentent, analysent, râlent beaucoup, mais agissent que trop peu. Bref, pour rendre à l'homme sa pleine humanité et lui redonner sa capacité à transformer et créer les conditions de l'avenir, il faut harmoniser ses émotions et sa raison et recréer sa faculté d'imagination. C'est le rôle de l'art. Et c'est ce que développa admirablement Friedrich Schiller. C'est le rôle de la philosophie, c'est le rôle des sciences, et on peut citer à nouveau l'exemple de Leibniz. Mais est-ce que cela est aussi, peut être aussi porté par la politique ? Eh bien, ma réponse est oui. Et j'en veux pour exemple le combat philosophique de l'homme politique Jean Jaurès, qui fut justement directement inspiré par Leibniz et par Schiller. Jean Jaurès, on le sait, fut assassiné pour avoir tenté d'empêcher la Première Guerre mondiale. Cette guerre vit se déchirer de grandes puissances, justement parce qu'elles étaient, comme aujourd'hui, sur le point de former une nouvelle alliance, un nouveau modèle pour la paix et le progrès, et parce que l'Empire britannique y voyait là un danger. Ainsi, au début du siècle, la France, la Russie, l'Allemagne, grâce à certaines élites, dont Gabriel Hanotaux, Bismarck, Sergueï Witte, avaient jeté, via le projet du transsibérien, et plutôt même celui du Berlin-Bagdad, les premières bases des nouvelles routes de la soie. Mais pourtant, des nuages sombres pointaient à l'horizon. Des nuages qui s'arrêteront un moment sur la France, avant de s'étendre quelques années plus tard, dans les années 1930, jusqu'en Italie et en Allemagne. Ce sont les mêmes nuages que ceux dont Jaurès dira « Le capitalisme porte en lui la guerre comme les nuées portent l'orage ». Alors, Jaurès est né en 1859, année qui a vu paraître De l'origine des espèces de Charles Darwin. Dans cet essai, le Britannique développe sa fameuse doctrine de l'évolution. Mais cette théorie de la survie du plus apte n'est-elle pas la parfaite justification du principe oligarchique de triage social, si cher au libéralisme et au malthusianisme anglais ? Or, juste avant lui, c'était un certain Gobineau, un Français, qui publiait l'essai sur l'inégalité des races humaines. Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, on voit se développer une mode en France, dans les cercles distingués et intellectuels,
qui consiste à identifier des races selon leurs traits morphologiques. C'est ainsi que l'anthropologue de gauche, nommé Vacher de la Pouge, mesure les crânes pour justifier ses thèses qu'il développe dans son livre intitulé « L'Arien, son rôle social » et fournit ainsi déjà les arguments pour le nazisme. Je le cite, « Il n'y a pas de droit de l'homme, pas plus que de droit du tatou ou du bœuf qui se mange. Il n'y a que des forces. Fraternité soit, mais malheur aux vaincus. La vie ne se maintient que par la mort. Pour vivre, il faut manger, tuer pour manger. » Alors, quel est le point commun à toutes ces doctrines qui fournissent le parfait terreau pour l'antisémitisme et l'esprit revanchard anti-allemand qui vont se développer en France ? Eh bien, c'est une vision figée et matérielle de l'homme, caractérisée uniquement par son corps, par sa matière organique, par son rapport physique au monde, un monde qui est lui-même devenu arbitraire. La négation de l'esprit humain, donc, de sa capacité à changer, à découvrir, à créer, à se transcender. Et le tout aggravé par une nouvelle chose qui arrive à l'époque, qui est le règne de la doctrine du positivisme. C'est une doctrine développée par le sociologue Auguste Comte, qui découpe l'histoire en âges prédéterminés, niant de fait le rôle de la volonté humaine et le rôle des idées. Il y a selon lui 3 âges, 2 âges naïfs, comme l'âge théologique du Moyen-Âge et l'âge métaphysique de la Renaissance, et un 3e âge, un aboutissement, qui est l'âge moderne, rationnel, l'âge positiviste, où règne enfin la soi-disant science héritée des Lumières. Mais cette science objective, qui aurait enfin compris depuis Newton et Descartes que le monde est totalement soumis à la matière, pense qu'il n'y a pas de sens, pas de Dieu, pas d'unité, et qu'étant chaotique, et que le monde étant chaotique, on ne peut l'appréhender que par approximation, en ne se basant que sur le constat des faits accumulés grâce à la seule perception de nos sens. Bref, puisque les idées n'existent pas, et qu'on ne peut donc pas accéder aux causes des choses, on est incapable d'aucune découverte. Et dans ce contexte, on peut dire que la gravitation universelle, elle-même invisible par nos sens, n'aurait pu être découverte. Il y a surtout une autre chose, c'est que dans ce contexte, selon cette vision, on ne peut changer le monde. Or, à l'époque de Jaurès, les partis ouvriers et son entourage politique en feront gravement les frais. Ce qui est un comble pour des partis de gauche révolutionnaires. Pour Jules Ferry, par exemple, celui qu'on loue aujourd'hui pour sa défense de l'école laïque, je cite, « On ne se révolte pas contre ce qui est. On ne substitue pas dans la pratique sociale ce qui pourrait être à ce qui est. La concentration des capitaux est un fait certain. On n'engage pas contre cette tendance générale qui opère à la façon d'une force mécanique une lutte impossible et dérisoire. » Pareil pour les marxistes, parce qu'ils défendent une conception matérialiste de l'histoire et parce que celle-ci a selon eux sa logique propre, ils condamnent de fait l'individu et le prolétariat à n'être que les objets de force et de lutte des classes qui les dépassent. Dans ces conditions, le progrès est tout aussi impossible que férocement rejeté, au point qu'en 1911, les proches de Maurras, d'extrême droite, et de Georges Sorel, marxiste, diront en France, je cite, « Pour sauver la civilisation, la première bête à tuer est la croyance dans le progrès. » Dans cet optimisme qui ont engendré la sinistre farce de la Révolution française de 1789. Alors difficile dans ces conditions d'envisager une autre issue que la lutte pour un espace vital de tous contre tous. Et cela doit nous faire réfléchir quand on songe aujourd'hui aux mythes si politiquement corrects, niant la création de ressources nouvelles par la promotion de la décroissance et des énergies vertes. C'est donc au nom du progrès, et pour rendre au monde et à l'homme leur droit à l'infini, leur capacité à créer et engendrer des idées pour permettre l'avenir, que Jaurès mènera son combat politique et philosophique contre les débuts du fascisme. Il soutiendra une thèse de philosophie, intitulée « De la réalité du monde sensible », sous la direction d'un leibnizien, pour dénoncer 2 extrêmes, les positivistes et les matérialistes d'un côté, et les purs idéalistes ou les formalistes de l'autre, qui, eux, condamnent la réalité
à n'être qu'une vaine illusion ou, comme il dit, la sécheresse d'une construction logique. Et de ce fait sont tout aussi dangereux. L'objectif de Jaurès, dans sa thèse, sera de montrer le caractère non pas idéologique du progrès, mais son caractère scientifique, comme faisant partie intrinsèque de la nature et de la nature humaine. Il prouvera qu'il y a une interaction permanente entre le vivant et le pensant, entre les idées et les choses, permettant une création constante de formes toujours supérieures d'existence. Ainsi, pour Jaurès, et je cite, « Pour tous les vivants, à quelque période de l'univers qu'ils apparaissent, le problème de l'infini se pose tout entier. La somme des mouvements qui sont dans le monde est un infini agissant où la mathématique n'a rien à voir. Il ne faut pas considérer l'univers, avec ses mouvements, ses énergies, comme un budget inépuisable. Ici, ce ne sont pas les ressources qui mesurent les dépenses, c'est bien plutôt l'infinité même de l'œuvre à accomplir qui suscite l'infinité correspondante des ressources. » Et je dirais, n'en déplaise aux tenants de l'austérité budgétaire qui règne encore aujourd'hui à Washington et à Bruxelles. D'ailleurs, ce sera parfaitement cohérent avec le combat politique et parlementaire de Jaurès, selon lequel tout individu a droit à l'entière croissance. Il a donc le droit d'exiger de l'humanité tout ce qui peut seconder son effort. Et en effet, Jaurès défendra contre le capitalisme et contre l'usure financière, qui sera un de ses grands combats, l'idée de crédit national, de crédit démocratique, comme il disait, de banques publiques émettrices de monnaie au service des besoins productifs et futurs de la nation, chose qui sera ensuite mise en application sous le général de Gaulle et sous les 30 Glorieuses. Je voudrais que nous nous arrêtions sur un passage de sa thèse, très polémique, d'un point de vue philosophique, surtout pour nous en France, mais fondamental. Il s'agit du début du chapitre 3, où après avoir descendu, couche après couche, des molécules jusqu'aux plus petits atomes dans l'infiniment petit de la matière, Jaurès conclut, et je cite, « La science elle-même, en cherchant le support du mouvement matériel et l'élément dernier de la matière, nous a conduit jusqu'à une réalité qui n'a plus rien de matériel, qui n'est plus perceptible au sens, qui n'existe plus que pour la pensée. » Et alors, comparant son exploration à celle de Virgile et de Dante, qui, bien qu'ayant pris une autre route pour sortir des profondeurs de l'enfer, dans l'Énéide ou dans la Divine Comédie, ils retrouvèrent à nouveau les vivants et les étoiles, eh bien Jaurès poursuit, je cite, « Guidés par la science, nous sommes descendus toujours plus avant, toujours plus bas dans les profondeurs de la matière. Et là aussi, de ces abîmes redoutables où nous pouvions nous demander si tout n'allait pas se dissoudre en fatalité aveugle, nous avons trouvé des superpositions de mouvements, des cercles et des tourbillons. Et, à l'ouverture opposée de ces abîmes, nous aussi, nous revoyons les étoiles. » Et donc la pensée. Alors permettez-moi maintenant un petit détour auprès du grand physicien Max Planck, à qui on doit la découverte du quantum. Voilà ce qu'il déclara à la fin de sa vie dans les années 1930. Alors que la conception matérialiste et utilitariste de l'homme allait arriver à son apogée en Allemagne avec les horreurs que l'on connaît et que l'on a vécues. Alors je cite Max Planck, « En tant que physicien qui consacra sa vie entière à une science sobre, l'étude de la matière, je suis assurément libre de toute forme de soupçon qui pourrait faire de moi un fanatique. Et donc, je dis, au sujet de mes recherches sur l'atome, qu'il n'y a pas de matière en soi. Toute matière ne surgit et n'existe que grâce à une force qui met en mouvement les particules atomiques et les maintient ensemble, comme les systèmes solaires les plus minuscules de l'univers. Et comme il n'y a ni force intelligente, ni aucune force extérieure dans l'ensemble de l'univers, nous devons postuler une science consciente, un esprit intelligent derrière cette force. L'esprit est la base de la matière. » En fait, si l'on y réfléchit bien, il est un paradoxe qui nous entoure en permanence et que Jaurès ne manquera pas d'utiliser lors d'un autre débat contre le gendre de Karl Marx, dénommé Paul Lafargue, dans un débat qui s'appelle « Matérialisme et idéalisme dans la conception de l'histoire ». Le paradoxe est le suivant. Comment notre cerveau lui-même pourrait-il engendrer des idées nouvelles, des percées scientifiques, si les origines de ces idées ne se trouvaient que et uniquement que
dans les rouages mécaniques de la matière, réaction chimique après réaction chimique. C'est alors que Jaurès dit, et je cite, « Si je prononce en ce moment des paroles, c'est bien parce que l'idée que j'exprime en cette minute a été longuement amenée par une idée antérieure et par toute la suite des idées antérieures. Mais c'est aussi parce que je veux réaliser dans l'avenir que je vois devant moi un but, une intention, une fin. En sorte que ma pensée présente, en même temps qu'elle est déterminée par la série des pensées antérieures, semble provoquée par une idée d'avenir. Et il en est en fait de même dans l'histoire. Et en même temps que vous pouvez expliquer tous les phénomènes historiques par la pure évolution économique, vous pouvez aussi les expliquer par le désir inquiet, permanent, que l'humanité a d'une forme supérieure d'existence. Avant l'expérience de l'histoire, avant la constitution de tel ou tel système économique, l'humanité porte en elle-même une idée préalable de justice et de droit, et c'est cet idéal préconçu qu'elle poursuit, de forme de civilisation en forme supérieure de civilisation. Alors, mesdames, messieurs, les idées ne sont pas des conventions sociales, elles ne sont pas de pures inventions du cerveau ou de la société humaine. Elles ne sont pas non plus des entités détachées du monde réel. Elles sont naturelles, en ce sens que l'univers, pour ses propres besoins, pour continuer son œuvre de création du monde, les génère en passant par l'esprit humain. Alors, quelle est cette idée qui est à l'origine du mouvement des BRICS et de la nouvelle route de la soie? Cette idée, c'est le progrès. Le progrès en tant qu'il franchit les frontières du connu. Et comment ce progrès sera-t-il assuré? Par la créativité et par la découverte humaine mutuellement assurée. L'univers a besoin de la pensée pour continuer son travail de création. Et nous avons absolument besoin de réussir le combat de Jaurès. Sinon, encore une fois, l'humanité s'anéantira et anéantira le monde. Merci et merci pour ce que vous ferez.